Bonjour à tous et merci aux organisateurs pour l'initiative de ce colloque, dont le titre par ailleurs correspond exactement à ce qu'on essaye de faire à l'OFDT, c'est-à-dire croiser les regards sur les addictions. Donc on travaille avec une équipe pluridisciplinaire qui étudie à la fois la demande... Ça marche pas ? Qui étudie à la fois... C'est mieux ? Qui étudie à la fois la demande et l'offre, qui se place d'un point de vue quantitatif comme qualitatif, donc qui s'intéresse vraiment au terrain, en essayant d'aller regarder de près les pratiques des usagers, mais aussi parfois les pratiques des professionnels qui suivent les usagers de drogue. On a dans l'équipe un ensemble de chercheurs et de spécialistes issus de diverses disciplines, des statisticiens, des démographes, des économistes, des sociologues, des politistes, des médecins et des pharmaciens. Donc il manque quelques profils encore, mais on essaye vraiment d'avoir un ensemble pluri et interdisciplinaire. Donc ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est un état vraiment très rapide pour tenir dans le temps imparti de ce qu'on sait aujourd'hui à l'OFDT grâce aux enquêtes quantitatives qu'on mène depuis la fin des années 90 sur les tendances de consommation des différents produits en population générale. Sachant que à l'OFDT, on produit aussi des études qualitatives, notamment un dispositif qui s'appelle Trend, Tendances récentes et nouvelles drogues, qui s'intéresse à des sous-populations d'usagers, notamment les plus précaires, en essayant justement de décrire les dynamiques d'offres et les dynamiques d'accès aux produits. On a eu pendant quelques années des sites Trend qui étaient ouverts dans les DOM, en Guyane, Martinique et à La Réunion. C'est des sites qui ont été fermés pour des raisons financières au début des années 2000, donc on essaye avec l'appui des institutions locales de ranimer ces sites, et ça serait notre projet des prochaines années, de faire en sorte de passer de 8 sites en métropole à un site par région, en suivant les évolutions de la loi NOTRe. Donc voilà, l'état que je vais vous présenter aujourd'hui a vraiment l'ambition de croiser les données quantitatives et qualitatives dont on dispose, c'est-à-dire qu'en termes d'études de la demande, par exemple, on a à la fois une visibilité sur les niveaux de consommation aujourd'hui, mais aussi sur les cycles de diffusion des différents produits au cours de la scolarité, par exemple, qui permettent de voir un palier entre la 4e et la 3e, avec l'idée que les politiques de prévention ont tout intérêt à s'adresser aux plus jeunes usagers dès l'entrée au collège, pour être vraiment dans ce rôle de prévention et de repérage précoce. Donc ces éléments d'observation, il faut aussi évidemment les lire à la lumière de l'évolution des approches de politique publique qui prennent pour objet les addictions depuis la fin des années 90. Donc Jean-Pierre Coutron l'a rappelé tout à l'heure avec panache. On a eu à la fin des années 90 l'idée d'une approche globale qui prenne en compte l'ensemble des produits, c'est-à-dire pas uniquement les drogues illicites, les stupéfiants, mais aussi le tabac, l'alcool et même les médicaments psychotropes qui sont détournés de leur usage. Donc l'approche globale a été le premier concept un peu révolutionnaire qui a été importé dans la politique des addictions. Le deuxième, c'est la notion d'addiction elle-même, avec la naissance de l'addictologie comme véritable discipline et l'idée de regarder effectivement plutôt le comportement en lien avec un contexte de vie plutôt que se cibler uniquement sur un produit. Et puis le troisième concept important, c'est celui évidemment de réduction des risques qui a été maintenant inscrit dans la loi et qui fait que qu'on parle effectivement plutôt d'approche de soins et d'aller vers l'usager plutôt qu'attendre que les problèmes surviennent. Donc la trame, ça va être les principales tendances de consommation en essayant, parce qu'il y a toujours des spécificités culturelles et locales dans les consommations, en essayant de tracer quelques rapides éléments de comparaison entre les DOM et la métropole, et puis j'en viendrai ensuite aux principaux enjeux sociaux de notre point de vue dans les réponses publiques qui sont données aujourd'hui au phénomène des addictions. Alors pour commencer, un petit point sur la terminologie des usages qu'on utilise à l'OFDT depuis 20 ans, avec l'idée de distinguer vraiment les concepts, parler d'expérimentation pour les personnes qui ont essayé une pratique au moins une fois dans leur vie,
Donc cet indicateur d'expérimentation, c'est vraiment pas pour nous un indicateur de consommation à proprement parler, mais plutôt un indicateur de diffusion d'un produit ou d'une pratique dans la population générale. C'est pas parce qu'on a fait quelque chose une fois dans sa vie qu'on va forcément développer un usage occasionnel ou à plus forte raison régulier. On a ensuite les personnes qui ont consommé au moins une fois dans l'année. Là, on se rapproche vraiment de pratiques de consommation au sens pur. L'usage récent, c'est au moins une consommation dans le dernier mois. Et puis, l'usage régulier, là, on rentre dans le dur, c'est le fait d'avoir consommé au moins 10 fois dans le dernier mois. Alors, selon cette terminologie et cette classification, on arrive à estimer, en mettant bout à bout l'ensemble de nos enquêtes quantitatives, on arrive à estimer le nombre de consommateurs des principaux produits psychoactifs. Alors là, c'est une estimation pour la métropole. Du fait des échantillons, on ne se hasarde pas à faire une estimation chiffrée au-delà, en intégrant les DOM. Donc, ce qu'on peut voir quand même, parce que l'intérêt, c'est de voir ici les rapports entre les différentes consommations, et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve tout à fait en Outre-mer. Ce qu'on voit d'abord, c'est que le produit le plus diffusé de loin, c'est l'alcool, avec 47 millions d'expérimentateurs, mais 10 fois moins d'usagers quotidiens. Autrement dit, la plupart des usages se situent entre les deux, c'est-à-dire qu'il y a toute une gamme d'usages occasionnels à réguliers d'alcool qui constituent l'essentiel de cette pratique de consommation. On a ensuite en deuxième position le tabac, avec 38 millions d'expérimentateurs, mais là, vous le voyez, le rapport est assez différent, puisque un tiers d'entre eux sont usagers quotidiens de tabac, ce qui reflète bien le potentiel addictogène de ce produit, qui est le plus important, un des plus importants parmi l'ensemble des produits psychoactifs. Donc, premier constat évident, les deux produits les plus diffusés en population générale sont des produits licites, loin devant les drogues illicites, au premier rang desquels on trouve le cannabis, donc en tête, loin devant les autres. 17 millions d'expérimentateurs aujourd'hui et 700 000 usagers quotidiens. Là encore, quand on trace des rapports entre les différents produits, pour la cocaïne, on a 2,2 millions de personnes qui ont expérimenté, un niveau donc à peu près 10 fois moindre que le cannabis, et ce rapport de 1 à 10 entre le cannabis et la cocaïne, on le retrouve quel que soit le niveau d'usage. Donc vous voyez que pour les usagers dans l'année, on a également ce ratio. Il faut préciser aussi que toutes les consommations de produits sont majoritairement masculines, sauf les médicaments psychotropes, exception notable et intéressante. Et le différentiel de genre entre hommes et femmes s'accroît à mesure qu'augmente la fréquence d'usage. C'est-à-dire que plus on progresse vers des usages réguliers, plus la prédominance masculine est marquée. Autre élément important et intéressant pour ces 4 produits présentés ici, toutes les catégories de la population sont concernées en termes de catégorie sociale. En revanche, il y a des consommations qui sont générationnelles et qui sont ciblées sur certaines classes d'âge. Donc vous le voyez ici pour le cannabis spécifiquement, un phénomène qui, contrairement à l'alcool, on est ici sur les niveaux d'expérimentation en 2016, contrairement à ce qui se passe pour l'alcool, les niveaux d'expérimentation les plus élevés se retrouvent dans les générations les plus jeunes. Donc vous voyez que sur les courbes en pointillé, qui sont celles de l'expérimentation pour les hommes en haut et les femmes en orange, on a des niveaux qui culminent dans la tranche d'âge des 26-34 ans. Pour l'usage dans l'année, en revanche, c'est plutôt parmi les plus jeunes qu'on a les niveaux plafonds. Aujourd'hui, alors parmi les mineurs, évidemment, c'est intéressant de regarder, puisque là, c'est uniquement une population adulte. C'est intéressant de regarder à la fois la situation aujourd'hui et aussi l'évolution sur les 15 années où on dispose d'enquêtes exactement comparables avec des indicateurs strictement identiques. Vous voyez que les grandes évolutions, c'est vraiment le fait qu'à 17 ans, les consommations de tabac et d'alcool, en tout cas l'expérimentation, sont extrêmement répandues parmi les adolescents. On a 9 adolescents sur 10 à 17 ans qui ont essayé l'alcool, 7 sur 10 qui ont essayé le tabac. Donc ça, c'est le premier constat. Les jeunes s'initient à ces produits licites qui sont censés leur être interdits à la vente, en tout cas en tant que mineurs, très souvent avant l'âge de la majorité légale.
Le deuxième constat sur les évolutions depuis 15 ans, c'est que, vous le voyez sur les courbes du bas, donc qui concernent les usages réguliers pour les 3 produits, on a un regain de l'usage régulier dans les toutes dernières années. Alors, ce qui est intéressant, c'est que pour le cannabis, par exemple, on s'était dit qu'on avait atteint des niveaux plafonds dans les années 2000 et qu'on allait forcément descendre. C'est ce qui s'est passé pendant quelques années. Et puis, en 2011, on a vu que ces niveaux d'usage régulier reprenaient à la hausse. Ce qui est intéressant, c'est que cette évolution, on peut vraiment la mettre en parallèle avec les évolutions de l'offre. Autrement dit, depuis quelques années, il y a une montée en puissance de l'herbe. On voit bien, à la fois dans les saisies, dans les propos des usagers, que cette herbe est de plus en plus présente. Pour vous donner un seul chiffre, dans les saisies, il y a 5 ans, l'herbe représentait à peu près 6%. Aujourd'hui, c'est un quart de l'ensemble des saisies de cannabis. Donc c'est extrêmement important. Même si la résine reste la forme majoritaire, dans les nouvelles générations, on s'aperçoit que le rapport au cannabis, c'est le rapport à l'herbe de plus en plus. Alors la Réunion a été pionnière dans ce domaine avec le Zamal. Donc avant que l'Europe devienne une terre de production de cannabis et une terre de consommation de plus en plus, à la Réunion, on avait déjà ce phénomène. Alors sans spoiler les résultats d'études qui vont arriver dans les semaines qui viennent, ce qu'on voit déjà dans les enquêtes en milieu scolaire, y compris parmi les plus jeunes, donc 11, 13, 15 ans, on s'aperçoit qu'il y a quand même un reflux dans la période vraiment la plus récente, puisque là c'est des chiffres qui ne vont que jusqu'en 2014. Dans les dernières enquêtes, on voit que l'effet de dénormalisation du tabac a commencé à opérer, donc on a un recul des niveaux d'usage, et là, effectivement, les pouvoirs publics s'en prévalent en y voyant les résultats d'une politique publique, ce qui est évidemment et certainement le cas. Après, il y a aussi un ensemble de facteurs internationaux, des facteurs d'offres, des facteurs d'accessibilité qui dépendent pas forcément de l'action des pouvoirs publics, qui jouent également. Donc cette prise en compte à la fois des facteurs de politique publique et des facteurs culturels, elle est extrêmement intéressante et c'est quelque chose qu'on va essayer d'étudier un peu plus avant dans les années qui viennent. Troisième constat majeur sur cette diapo, les niveaux de consommation sont vraiment liés à des facteurs d'offre et d'accessibilité, comme je vous le disais à propos de l'herbe. Et puis le quatrième, c'est que si on veut parler vraiment de consommation chez les jeunes, les courbes à regarder ici, c'est vraiment celles du bas. Donc les courbes d'usagers réguliers à 17 ans, qui sont souvent corrélées à la courbe des expérimentateurs les plus précoces de ces différents produits. Donc voilà, pour avoir un tableau de ces consommations, et s'il faut retenir un seul chiffre, on peut dire qu'avant 18 ans, on a déjà plus de 3 adolescents sur 10 qui fument du tabac tous les jours, 1 sur 10 qui boit régulièrement de l'alcool, donc, et ou 1 sur 10 qui consomme régulièrement du cannabis, c'est-à-dire au moins 10 fois dans le dernier mois. Alors si j'insiste autant sur le cannabis, c'est pas seulement pour m'adapter à la culture locale, c'est aussi parce qu'on a vraiment une spécificité sur ce produit en France. Quand on regarde les chiffres européens de l'enquête ESPAD, donc qui sont collectés auprès des jeunes de 15-16 ans en milieu scolaire, on s'aperçoit que pour les niveaux d'expérimentation, on arrive en 2e place derrière la République tchèque, c'est le graphique de gauche. En revanche, pour l'usage récent, c'est-à-dire le fait d'avoir fumé du cannabis au moins une fois dans le dernier mois, on a un adolescent sur 5 à 15-16 ans qui déclare cette pratique. Et là, pour le coup, on passe loin devant les autres pays européens, on passe même devant les États-Unis. Donc cette diffusion du produit, elle se retrouve dans les niveaux de consommation. Alors évidemment, la question qui s'impose tout de suite, c'est pourquoi cette spécificité en France ? Bon, on commence à avoir un socle d'hypothèses assez important. D'abord, des facteurs d'offre, évidemment, l'accessibilité financière du cannabis en France, et notamment le rapport qualité-prix, c'est-à-dire le rapport entre un prix relativement bas à la fois pour la résine et l'herbe, mais aussi un taux en THC, en principe actif, qui est relativement important. Donc des effets forts qui sont recherchés par les usagers, qu'ils ont plus de chances de trouver dans un produit accessible financièrement. Il y a ensuite un deuxième facteur qui est plus d'ordre culturel, qui tient au risque perçu à fumer du cannabis, donc qui est relativement bas en France par rapport aux autres pays européens, là encore sur cette tranche d'âge des 15-16 ans. Et un dernier élément sur les incitations sociales à consommer, c'est-à-dire que quand on interroge les adolescents de 15-16 ans sur le nombre de fois où ils se sont vus proposer du cannabis dans le dernier mois,
y compris parmi ceux qui sont abstinents et qui sont pas du tout intéressés par le cannabis. La part de ceux qui disent on m'en a proposé au moins 3 fois dans le dernier mois, 3 fois c'est quand même beaucoup, elle est beaucoup plus élevée que dans les autres pays européens. Donc il y a vraiment une présence, notamment à la sortie des établissements scolaires, on en parlait tout à l'heure, une présence forte du cannabis dans l'espace public et dans tous les espaces sociaux. Alors en termes de drogues illicites, pour terminer un peu ce premier tour d'horizon, l'évolution des expérimentations à 17 ans montre que on a guère d'expérimentation de produits illicites en dehors du cannabis qui vont au-delà de 4% de la population de cet âge. Là, c'est des niveaux de diffusion en métropole, avec quand même une évolution très intéressante sur les stimulants, qui sont tous très clairement orientés à la hausse sur les 15 dernières années. La MDMA, ecstasy, la cocaïne, les amphétamines. Donc là aussi, on peut se poser la question de la correspondance entre ces évolutions et les évolutions de la société, des styles de vie, de l'injonction à la performance et de tous les éléments qu'a développé Jean-Pierre Coutron tout à l'heure. Alors, dernier point aussi, la surface sociale de ces différentes addictions est évidemment pas la même. D'abord en termes de mortalité, le tabac, 78 000 décès par an, l'alcool, à peu près 50 000 par an, l'héroïne, 350 décès par an, déjà on change d'échelle, la cocaïne, une centaine de cas qui seraient attribuables, de cas de mortalité qui seraient attribuables à la cocaïne. Pour le cannabis, jusqu'à une période récente, aucun. Il semblerait que de plus en plus, il y ait quelques cas d'intoxication mortelle au cannabis, mais ça c'est vraiment des données à regarder avec prudence, parce qu'on peut aussi se demander si d'abord c'est un phénomène qui était mesuré auparavant, si c'est pas un effet de loupe simplement qui nous amène à cette conclusion, et par ailleurs évidemment la difficulté de savoir si de toutes les causes qui ont provoqué la mort, le cannabis a vraiment la place la plus centrale, ou s'il n'y a pas une co-occurrence psychiatrique ou une autre consommation de produits. Donc ça c'est pour la mortalité. En termes de morbidité, donc sur les consommations à risque, je vous le disais tout à l'heure, sur la base du tableau d'estimation du nombre de consommateurs, on a un rapport entre les expérimentateurs et les usagers réguliers qui est de 1 à 3 pour le tabac, de 1 à 20 pour le cannabis, si on veut comparer juste ces deux produits. Donc on n'est pas sur les mêmes échelles. Il y a également la problématique des inégalités d'exposition au risque, qu'on retrouve ensuite dans l'accès au système de soins. Donc ça c'est en quelque sorte un enjeu démocratique, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'il y a des inégalités, on n'est pas tous égaux devant les addictions d'abord, mais on n'est pas égaux non plus devant la probabilité d'avoir accès au système de soins, d'être reçu d'une manière qui convient, qui est ajustée au profil social, aux conditions socio-économiques de vie, de logement, etc. Quatrième point, on voit à partir des évaluations qu'on fait à l'OFDT de différents dispositifs judiciaires, on voit qu'il y a des logiques de sélection sociale qui se reproduisent dans le système pénal, comme une sorte de double peine. J'y reviendrai tout à l'heure rapidement à propos des stages de sensibilisation. Donc ça, c'est quelque chose qu'on voit déjà à l'entrée de la chaîne pénale, quand on regarde la structure sociale des personnes qui sont interpellées pour une infraction à la législation sur les stupéfiants, et en particulier ceux qui sont interpellés pour un usage simple, entre guillemets, de cannabis. On le voit de plus en plus au fil de la filière pénale. C'est-à-dire que les personnes qui sont condamnées pour un usage simple, socialement, sont plus défavorisées que celles qui sont au niveau des interpellations. Donc ça, c'est un constat assez important aussi sur ce thème. Et puis dernier point, l'idée de cette question sociale qui se trouve vraiment au centre, au cœur de l'enjeu d'articuler justice et soins pour pouvoir accéder à l'ensemble des populations concernées. Alors pour dire un petit mot quand même de la situation de la Réunion au regard des consommations, avoir un focus qui vous intéresse un peu plus directement, en termes d'expérimentation de cannabis, quand on regarde la population jeune et adulte, 15-64 ans, on a à peu près 35% des personnes qui disent avoir déjà goûté au cannabis, avec un différentiel entre hommes et femmes qui est beaucoup plus important
qu'au niveau métropolitain. Quand on évolue vers des usages plus fréquents, l'usage au cours de l'année, par exemple, on a à peu près 12% de jeunes et d'adultes qui déclarent cette pratique, et pour le cannabis régulier, on est à peu près à 3%. En revanche, pour les autres drogues illicites, on retrouve la même situation qu'en métropole, c'est-à-dire une assez faible prévalence de ces produits dans la population générale. Si on regarde maintenant les pratiques d'usage les plus régulières, qui sont les plus intéressantes, notamment en termes de politique des addictions, pour le tabagisme quotidien, par exemple, on est toujours sur la population jeune et adulte. On voit que, alors déjà d'une façon générale, les consommations de substances psychoactives sont globalement inférieures dans les DOM qu'elles ne le sont en métropole, à des niveaux plus ou moins prononcés, mais on a toujours une sous-consommation, si je puis dire, dans les DOM, en tout cas d'un point de vue statistique. Donc dans les 3 DOM qu'on peut observer à travers Escapade, qui sont présentés ici, vous voyez que la Réunion est celui où les niveaux d'usage sont les plus élevés, et se rapproche le plus des niveaux qui sont observés en métropole, même si on a quand même des spécificités de consommation assez notables, c'est-à-dire un niveau de tabagisme relativement élevé à La Réunion par rapport à d'autres départements d'outre-mer, et qui en plus est orienté à la hausse depuis quelques années. Donc en tout cas en population adulte, c'est une différence qui est assez perceptible. Quand on regarde ensuite les usages réguliers d'alcool, là pour le coup on est très en deçà des niveaux métropolitains, ce qui veut pas dire, parce qu'évidemment c'est des moyennes, ce qui veut pas dire qu'il y a pas des pratiques d'alcoolisation intensive et importante à La Réunion, mais quand on regarde l'indicateur de l'usage régulier, on s'aperçoit qu'il est important surtout à partir de 18 ans, mais que parmi les jeunes, il reste en deçà des niveaux métropolitains. Il y a quand même de plus en plus, semble-t-il, une concentration des comportements d'usage excessif d'alcool, notamment les alcoolisations ponctuelles importantes, qui sont assimilables en gros à du binge drinking, qui sont là aussi en hausse parmi les jeunes dans la période récente. Et puis l'autre différence majeure avec la métropole, c'est évidemment les types d'alcool qui sont consommés, avec une plus importante représentation du rhum ici, alors que c'est plutôt la bière qui domine les consommations des jeunes, en tout cas en métropole. L'usage régulier de cannabis, qu'en est-il? Alors déjà, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a une diffusion donc des niveaux d'expérimentation qui sont très semblables entre la métropole et la Réunion, ce qui distingue la Réunion des autres DOM où les taux d'expérimentation sont beaucoup plus bas. Ce qu'on observe aussi, c'est qu'au niveau des usages réguliers, on a cette même similarité, cette même correspondance entre la métropole et les niveaux d'usage de la Réunion. Donc voilà, très rapidement, sachant que tous ces résultats, vous pouvez évidemment les trouver sur notre site et sur celui de Santé publique France qui exploite les données pour les adultes. Alors, en contrepoint de ces données sur la demande, comme je vous disais, toujours important de les éclairer avec quelques données d'offres. Donc vous voyez qu'ici on a essayé de tracer une carte avec la répartition géographique des saisies d'herbes qui sont enregistrées dans l'ensemble des départements. Donc ce qu'on voit, c'est que les 3/4 de ces saisies d'herbes, elles sont réalisées dans 10 départements. En particulier les Pyrénées-Orientales et la Guadeloupe, qui enregistrent des volumes de saisie supérieurs à 2 tonnes par an, pour retenir un seul chiffre. Donc à eux deux, ils représentent 40% de l'ensemble des saisies d'herbes du territoire, enfin au niveau national. Ces 2 départements se placent assez loin devant les autres, et comme vous le voyez, la Réunion est pas indiquée dans le vert le plus foncé, donc elle fait pas partie des départements où on a les plus fortes saisies d'herbes, puisqu'on est dans une fourchette de 20 à 100 kilos par an, selon les années et les chances dans les saisies qui sont effectuées. Alors quand on resserre la focale sur les plus jeunes, à 17 ans donc, on peut faire 2 constats sur le tabac et encore plus le cannabis. La courbe en violet, alors je ne sais pas si elle apparaît vraiment en violet ou en gris clair. Bon, en gros, ce qu'on voit, c'est que sur le cannabis et sur le tabac, en tendance, la Réunion se rapproche de plus en plus du niveau métropolitain.
c'est une trajectoire qui est bien marquée, qui est bien visible sur ce graphique, je trouve, et qui témoigne effectivement d'un facteur de préoccupation sur ces deux produits. Sur le cannabis spécifiquement, on voit également que le risque d'usage problématique qui est mesuré par une échelle de dépistage qu'on a forgé à l'OFDT qui s'appelle le CAST, ce risque d'usage problématique, il est 2 fois plus élevé parmi les jeunes domiens que parmi les jeunes de 17 ans en métropole. Donc j'en viens maintenant aux réponses publiques qui depuis une quinzaine d'années ont eu tendance à se diversifier assez largement, qui portent à la fois sur les politiques de prévention, les politiques pénales avec une sensibilité sur l'articulation avec le système sanitaire, en passant aussi par l'offre de prise en charge sanitaire dans l'EXAPA et la réduction des risques qui est opérée par les CARUD. Alors dans ce paysage en cours de transformation, j'ai choisi de faire un focus sur les consultations jeunes consommateurs parce qu'elles viennent de fêter leur 10e anniversaire et que c'est un dispositif particulièrement intéressant pour les jeunes qui est une des préoccupations principales des pouvoirs publics dans le domaine des addictions. Donc ce qu'on voit effectivement grâce à nos évaluations, c'est que le maillage territorial par les consultations jeunes consommateurs s'est fait assez rapidement et efficacement depuis l'ouverture de cette nouvelle offre qui a la prétention d'être à géométrie variable, c'est-à-dire de pouvoir offrir à la fois de l'information, du conseil à des usagers qui viennent tout juste de commencer, qui peut-être ne continueront pas par la suite, pouvoir également avoir une offre de prise en charge brève pour les usagers qui sont déjà un petit peu installés dans des consommations, mais également orientés vers le système spécialisé quand c'est des niveaux d'usage régulier ou de dépendance qui sont déjà établis. Donc au niveau national, on a actuellement presque 300 structures gestionnaires et plus de 500 points de consultation sur l'ensemble du territoire, qui là aussi, de plus en plus, sont des consultations hors les murs, c'est-à-dire qui vont dans les établissements scolaires, qui vont dans l'ensemble des lieux fréquentés par les jeunes pour essayer d'aller au-devant de cette population et d'être parfaitement accessible. Alors, en termes de réponse publique, c'est difficile de ne pas parler du tout de la réponse pénale. Vous voyez que depuis la fin des années 80, sur cette courbe, on a un nombre d'interpellations pour infraction à législation sur les stupéfiants et pour usage, en particulier en vert ici, qui a augmenté de façon très très rapide. On est à peu près à 200 000 interpellations par an pour une infraction à législation sur les stupéfiants aujourd'hui par an, dont 160 000 pour usage de stupéfiants. Donc 90% des cas, il s'agit de cannabis. Donc justement, par rapport à cette augmentation et ce contentieux de masse qui s'est affirmé depuis une bonne vingtaine d'années, les solutions pour les professionnels de la justice, les solutions d'orientation n'étaient pas forcément très très lisibles et très claires auparavant. Avec l'arrivée des consultations jeunes consommateurs, il y a eu une solution assez facile, finalement presque clé en main, qui leur a été offerte, et ils ont su en profiter puisqu'on voit que justement dans ces consultations jeunes consommateurs, on a une assez large part de personnes qui sont orientées par la justice. Alors selon les éditions de l'enquête, on peut arriver jusqu'à 50% du public orienté par la justice dans les CJC, ce qui est extrêmement important. Et quand on regarde dans les jeunes majeurs, les 18-25 ans, de sexe masculin, l'orientation judiciaire est vraiment la première filière d'entrée dans les consultations jeunes consommateurs. Alors, on a également évalué le dispositif des stages de sensibilisation qui a été mis en place, qui lui aussi fête ses 10 ans, avec l'idée justement d'offrir une réponse pénale plus systématique aux usagers occasionnels, bien insérés, qui n'ont pas de problème particulier avec leur consommation, mais qui le font de manière, qui le font dans l'espace public et qui finalement incarnent la transgression de la loi. Donc, dans l'état d'esprit de respect de plus en plus strict de la loi de 70, ces stages de sensibilisation ont été mis en place. Et quand on analyse les publics qui sont accueillis et les pratiques professionnelles de ceux qui les mettent en œuvre, on peut noter 4 points assez intéressants. D'abord, des inégalités manifestes de mise en œuvre des stages, c'est-à-dire que le prix des stages n'est pas le même sur tous les ressorts territoriaux, la durée n'est pas la même, ça va d'une demi-journée jusqu'à 2 jours et demi, les modalités de paiement
échelonnés ou pas, sont pas les mêmes non plus. Donc, en termes de principe d'égalité entre les justiciables, la mise en œuvre effective de ces stages de sensibilisation pose une première question. La deuxième observation, c'est qu'on trouve dans le public de ces stages une majorité de personnes qui sont interpellées pour la première fois, qui sont effectivement usagers occasionnels ou réguliers de cannabis, parfois en milieu festif, mais avec... on le sait, un risque d'interpellation au départ qui est territorialement et socialement différencié, et un risque de retrouver dans le public des stages de sensibilisation des personnes de catégories sociales plus populaires qu'on a pu vraiment objectiver au travers de l'évaluation. C'est-à-dire que c'est le quatrième point, on a par exemple 2 fois plus d'ouvriers et d'employés parmi les adultes dans le public des stages qu'au niveau des interpellations pour usage. Idem avec la part des non-diplômés. Et puis le dernier élément intéressant sur cette évaluation des stages, c'est de voir que on y trouve à peu près 1 personne sur 5 qui ne devrait pas être concernée par ces stages, qui relèverait plutôt d'une mesure de soins, donc individuelle plutôt que des stages collectifs. Donc là aussi, ça soulève la question, à partir de ce dispositif, de ce qu'il en est du principe d'individualisation des peines, c'est-à-dire que les usagers de drogue qui auraient précisément besoin d'une intervention vraiment en direct et personnalisée, qui pourraient en bénéficier par le biais du système pénal, du fait de cette articulation avec les soins, n'y accèdent pas en pratique. Et puis, dernier point, un questionnement plus général sur la place du facteur social dans les politiques de lutte contre les addictions. On le voit dans l'évolution des niveaux de tabagisme. Il y a vraiment un rétrécissement du socle des fumeurs sur les catégories sociales les plus défavorisées, ce qui pose question quand on voit les risques en termes de mortalité du tabagisme. Donc les inégalités sociales face au cancer s'accroissent du fait de ces évolutions dans les consommations de tabac. Le deuxième point, c'est sur la relation entre les jeunes et le cannabis, à travers évidemment ces logiques d'intervention policière et judiciaire. On l'a vu dans une enquête qu'on a menée à Paris, donc dans l'ensemble des arrondissements parisiens versus la Seine-Saint-Denis, et on s'aperçoit que les niveaux de consommation sont pas forcément plus élevés, ils le sont même moins dans le 93. En revanche, les risques d'interpellation et les expériences avec la police des jeunes du 93 sont beaucoup plus variés, diversifiés et riches, si je puis dire. Donc il y a vraiment ce facteur social qui intervient très clairement dans la question de la relation entre les jeunes et le cannabis. Avant-dernier point sur réflexion générale sur les effets en pratique du système prohibitif, dont on peut penser qu'il tend quand même à pénaliser, si ce n'est la misère, les situations sociales les moins favorables. Et puis un dernier focus intéressant sur les nouvelles politiques de régulation qui sont en train d'être mises en place dans un certain nombre d'États américains qui ont légalisé le cannabis depuis au cours des 5 dernières années, et en Uruguay également. On s'aperçoit à partir des premières données, qui sont évidemment pas une mesure d'impact parce que c'est encore trop tôt, mais on voit quand même que les discriminations sociales et raciales qui étaient à l'œuvre dans le système pénal, qui sont extrêmement fortes aux États-Unis, n'ont pas forcément reculé avec la légalisation du cannabis. Ça, c'est assez intéressant. C'est-à-dire que la structure raciale des interpellations a finalement assez peu bougé depuis la légalisation. On a ensuite une deuxième observation intéressante sur l'accès au marché, c'est-à-dire que les entrepreneurs du cannabis aux États-Unis, c'est tout sauf des hippies, c'est vraiment des entrepreneurs avec des logiques d'installation dans le commerce qui de fait surreprésentent les catégories sociales les plus aisées, c'est-à-dire que les anciens petits dealers de quartier, on les retrouve absolument pas dans ce marché légal. Et puis troisième point, sur les enjeux démocratiques qui sont liés au prix, on le voit au Colorado et dans l'État de Washington, où on est allé enquêter à travers l'étude Canalex qui a été citée tout à l'heure. On voit que le prix du gramme de cannabis dans l'État de Washington, c'est autour de $7. On est à 10-12 au Colorado. Pour le coup, par rapport à la politique de l'Uruguay, dont l'objectif était de rester à $1,30 le gramme, justement pour que l'État puisse prendre la main de ce marché et couper l'herbe sous le pied des trafiquants, pour faire un mauvais jeu de mots, en tout cas s'emparer du marché et faire en sorte que les produits qui soient accessibles soient de la meilleure qualité possible, tout en protégeant les mineurs.
Ça passe évidemment par l'enjeu du prix. Là, en pratique, ce qui est en train de se faire aux États-Unis, on peut avoir l'impression que c'est une réforme qui a été faite par des bobos pour aller très vite, parce que j'ai plus le temps. Donc voilà, ça ouvre finalement mon point de conclusion sur la question du volontarisme politique et de savoir quel modèle de régulation on veut. Et la question de la régulation peut se poser aussi sous un système prohibitif finalement. Donc la question de l'articulation entre la santé et la justice est un des enjeux sociaux qui semble essentiel. Il y a également la question du repérage précoce et puis la question d'une accessibilité de plus en plus grande des réponses, avec évidemment l'enjeu d'une diversité maximale des types d'accès aux soins. Je vous remercie.